Bien, bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous débat qui a pour thème qualité, peine perdue face à la montée des risques. Pour répondre à cette question et apporter leur point de vue, j'ai avec moi deux experts, Cathy Barré-Beaumard, autrice, consultante, formatrice, experte du secteur sanitaire et médico-social, ainsi que du management d'équipe et de la gestion des risques. Et j'ai également avec moi Jean-Marc Gandy, auteur, consultant, formateur en management de la qualité et management d'équipe. Alors, nos experts ont souhaité vous soumettre ce temps d'échange, car face aux risques multiples qui caractérisent notre environnement actuel, donc risques cyber, environnementaux, crises à répétition, arrivée de l'IA, risques internes à l'entreprise, transformation des métiers, mais également contraintes des clients, par exemple, il est parfois difficile de mener une politique qualité sur tous les fronts. Donc, comment avoir un cap bien défini au niveau stratégique et opérationnel? Est-ce toujours possible de faire un plan qualité à 3 ou 5 ans? Nos deux experts sont ici pour débattre avec vous. Alors, ce webinaire durera environ 1 heure et il sera organisé comme ceci. Donc, nos experts vont dialoguer sous forme d'argumentation et de contre-argumentation afin de balayer des opinions différentes sur le sujet. À la fin de leur présentation d'environ 15 minutes, nous vous laisserons la parole afin de débattre avec eux. Donc, vous pourrez ainsi utiliser l'outil chat en bas de votre écran afin d'intervenir et ils liront chacun de vos commentaires pour y répondre. Enfin, afin que le débat se déroule correctement, je vous rappelle que toutes les opinions sont les bienvenues, mais ce webinaire se veut avant tout un moment d'échange, de respect et de réflexion. Il est maintenant temps de laisser la parole à nos deux experts, Cathy Barré-Beaumard et Jean-Marc Gandy. Merci Nicolas. Eh bien voilà, je démarre avec une première question pour Cathy, avec derrière un raisonnement à développer. Alors Cathy, tu dis prise en compte des risques. D'accord, mais la norme ISO 9001 évoque dans son introduction un certain nombre de principes, 7 principes essentiels de management de la qualité, évidemment l'orientation client, l'approche processus, le leadership, etc., l'engagement de la direction, mais on ne voit pas figurer la notion de risque dans ces 7 principes introductifs de la norme ISO 9001. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Et pour répondre à ta question, Jean-Marc, oui, ce que tu dis est vrai. Cependant, je ne m'arrête jamais aux 7 principes énoncés comme toi. En vérité, si tu lis la norme, le terme risque apparaît à au moins 20 reprises dans les 21 pages de la norme. Donc, à mon sens, il est clair que l'approche des risques est essentielle. Et si on cite en plus l'annexe A, et plus précisément le paragraphe 4 à 4, pardon, l'approche par les risques, l'un des principaux objectifs d'un SMQ est de servir l'outil de prévention. Alors tu me diras effectivement, et je rejoins tout le monde, aujourd'hui, on est dans un univers si troublé, si incertain, que tout est risque. Marché, concurrence, conflit dans le monde, ressources humaines, avec les pénuries de main-d'œuvre, turnover, absentéisme, etc. Les contraintes environnementales qui s'ajoutent aujourd'hui, les cyberattaques, l'intelligence artificielle, la liste est sans fin et c'est paralysant. Donc c'est vrai que, bah, après tout, pour revenir à ta question précédente, les risques, on aimerait bien peut-être les laisser tomber. Eh bien, écoute, Cathy, merci de m'avoir rappelé de relire la norme ISO, parce que effectivement, je n'avais pas vu que le terme risque était prononcé autant de fois. Non, je plaisante. Je connais un petit peu comme la norme ISO. En revanche, par rapport à ta remarque, à ta question, donc c'est en partie vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est paralysant, que c'est une liste sans fin. Cependant, déjà, est-ce qu'on n'a pas trop tendance à se dire avant c'était mieux, aujourd'hui ça devient assez catastrophique? Sauf que, bien sûr, on le sait tous, on a un petit peu la mémoire courte, hein. Alors, effectivement, les risques en ce moment évoluent. On est quand même dans une période qu'on pourrait qualifier de transition sur pas mal de sujets, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, c'est évident. Mais je crois qu'il faut surtout éviter de dramatiser et puis au contraire, en profiter de la période
pour anticiper les principaux risques, en s'appuyant sur des normes telles que la norme ISO 9001, bien sûr, mais également une norme qui est dédiée au management des risques, hein, qui est la norme ISO 31000, et cela pour vraiment éviter d'être totalement pris au dépourvu. Alors, nous allons aller sur le troisième point de débat. Hein. Voilà, on pourrait dire quelque part, je veux bien, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'en tant que responsable QSE, devoir gérer une multitude de risques, ça relève plutôt d'une mission qui pourrait sembler assez déprimante? Ah ben non, alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Il faut d'abord rappeler que l'ISO 9001 associe la notion de risque à la notion d'opportunité aussi, hein. Donc pour moi, c'est au contraire un responsable QSE, c'est un chef d'orchestre. Bien sûr, traiter le risque, c'est l'opportunité de mettre en face des solutions ou peut-être aussi des pistes d'amélioration. Bah, c'est énormément réconfortant plutôt comme travail. Et puis en même temps, l'opportunité, c'est pas lié uniquement à une couverture directe des risques. Ça peut aussi être du repérage, de la mise en œuvre des possibilités de diversification d'activités, des opportunités en renforcement de la motivation, de l'implication du personnel. En clair, des notions d'agilité, de qualité de vie au travail. Et c'est vrai que pour moi, cette fonction de responsable QSE évolue plutôt dans le bon sens. Et même si, me diras-tu, les journées n'ont que 24 heures et les risques sont si nombreux que cela me donne l'impression que notre entreprise est submergée. D'autant que pendant ce temps, il faut faire tourner la boutique. Bien français, à mon sens. Ah oui, c'était donc ton débat numéro 4 qui va s'afficher. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, c'est vrai que déjà, il y a un constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est l'impression partout dans les entreprises, dans les organismes divers, publics, parapublics, etc., l'impression d'être en sous-effectif chronique sur le plan humain, sur le plan équipe, et face à une multitude d'impératifs. Donc, c'est pour ça qu'il va être absolument impératif, vital, de hiérarchiser l'importance, l'urgence aussi des risques, parce que ces risques sont effectivement nombreux, mais vouloir les traiter tous en même temps, ben, ça relève, on pourrait reprendre le titre de la célèbre série, ce serait Mission Impossible, et ça serait même contre-productif. Alors là, d'accord, mais est-ce que on pourrait justement, si j'enchaîne sur la remarque que je viens de faire, est-ce qu'on pourrait réellement hiérarchiser les risques de manière vraiment fiable, de manière objective, pardon. Est-ce que Cathy, tu ne crois pas que finalement on risque d'aboutir quand même à beaucoup de subjectivité dans le classement de ces risques? Eh bien non, pour moi, la subjectivité n'a pas de place dans les risques. D'abord parce que on va recenser méthodiquement les risques avérés et les risques potentiels en procédant processus par processus. Et les risques, certains risques du moins, vont dépasser le périmètre de tel ou tel processus. Et là, bah, il sera vital d'écouter, d'associer tous les collaborateurs dans cette recherche de risque. Et c'est vrai qu'on va, à mon sens, aller vers une cartographie, partager les risques. Moi, c'est toujours ce que je conseille de faire. Eh bien, écoute, Cathy, j'irais volontiers compléter la réponse que tu viens de faire, puisqu'on pourra aussi faire appel, bien entendu, à des méthodes de quantification éprouvées, en tout cas relativement éprouvées, des risques, tels que simplement la loi de Pareto, l'AMDEC, l'analyse des modes de Oui. défaillance et de leur criticité, etc., où on va croiser d'ailleurs, si on prend l'AMDEC, trois données fondamentales d'analyse des risques, gravité, fréquence, probabilité de Oui. détection, etc. Et puis, il y a aussi la faisabilité financière de la gestion de chaque risque qui doit également être prise en compte. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut effectivement quand même aboutir à une hiérarchisation la plus objective possible, bien qu'on aura toujours quelques éléments qui peuvent relever un petit peu quand même du subjectif.
dans l'avis de chacun sur les risques à prioriser. Quelle que soit la méthode qu'on emploie, on aura toujours une petite part, mais on peut quand même l'objectiver. Et oui, tout à fait d'accord avec toi, mais on va t'opposer que tout ça, c'est bien joli. Ensuite, on fait quoi? Et comme tu le sais, bah, on est déjà débordé par le quotidien. Oui, c'est sûr, encore une fois, très franco-français à mon sens. À partir de là, il faut juste rassembler autour de la table direction, responsable QSE, pilote de processus, pour fixer les grands axes du plan d'action visant à maîtriser les risques. Par exemple, on va prioriser pour l'année les risques à venir sur la baisse de la demande émanant du secteur automobile, c'est très actuel. La multiplication des cyberattaques, ça aussi. La montée forte de l'absentéisme et encore une actu. Il s'agit là des axes prioritaires de la stratégie de gestion des risques pour notre entreprise. N'es-tu pas d'accord? Effectivement, mais je compléterai là aussi ta réponse en évoquant le fait que en rester à des axes stratégiques sans élaborer une partie vraiment opérationnelle, un plan opérationnel d'action face au risque, euh, ça n'aboutira pas. On n'ira pas très loin avec ça. Et justement, la grande question, c'est d'arriver à embarquer, entre guillemets, pour employer ce terme à la mode, à impliquer, Mm, motiver tous les acteurs concernés. Et ça, mm. vraiment à tous les étages, sans dramatiser, bien sûr, mais en faisant comprendre que c'est la survie, c'est le développement même de l'entreprise qui vont se trouver en jeu. Et Oui, là, il sera très important de comprendre que bah, les solutions, les pistes intéressantes viennent aussi beaucoup des collaborateurs sur le terrain. Alors, ils n'ont pas réponse à tout, mais je pense qu'en moyenne, et je pense que tu l'observes aussi, on ne consulte pas suffisamment les gens du terrain, c'est notamment clair. face à ces problématiques de risque. C'est clair. Alors, nous en arrivons au débat, au point 7 hein, du débat. D'accord, mais on avait évoqué au départ que notre réflexion devait concerner la possibilité de continuer à envisager notre plan d'action avec un horizon, on va dire, 3, 4 ou 5 ans. Alors là encore, est-ce que c'est mission impossible? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la pure qualité fiction? Eh bien non, pour moi pas, parce que effectivement, 3 à 5 ans, c'est à la fois loin et demain, avec tellement d'événements possibles. C'est pourquoi c'est des temps qui sont courts dans la vie d'une entreprise. On doit absolument renforcer la surveillance efficiente du fonctionnement interne avec des indicateurs pertinents. Exemple, turnover absentéisme, non-conformité en production, etc. Intensifier notre veille aussi sur l'extérieur, c'est important aujourd'hui. Tout bouge et dans tous les sens. L'évolution des marchés, la satisfaction client, l'évolution des technologies et de l'intelligence artificielle. Bien sûr, avec une évolution évidente, celle de la cybercriminalité, l'évolution de la législation environnementale qui vient en plus se rajouter. Donc, franchement, non, 3 à 5 ans, pour moi, c'est pas de la qualité fiction, pas du tout. Alors justement, avant d'aborder le débat, pourrait conclure en se disant, avec une réponse à cette interrogation, alors gérer aujourd'hui et demain des risques multiples, peine perdue, c'était un peu le titre hein, Oui, du débat. Ben, bien au contraire, hein, baisser les bras serait évidemment se condamner, hein, se condamner inéluctablement. tout à fait, Mais tu as je te laisse la raison, parole, Cathy. Ouais. tu as raison. Mais je pense que tu vois, il faut qu'on prenne un peu de recul. Quand même, l'histoire nous enseigne que les entreprises les plus solides et les plus résilientes sont celles qui ont su affronter difficultés, vicissitudes, crises, en sachant garder la tête froide, sans pour autant ignorer les risques qui les menaçaient. Tout simplement, anticiper. Et maintenant, on va pouvoir donner place à vos commentaires et à notre débat. Merci Très Jean-Marc. bien, Merci très bien, Nicolas. merci Cathy et Jean-Marc donc pour cette première approche, cette première présentation. Alors j'ai envie de vous proposer en fait pour rendre le débat un peu plus sympathique, d'allumer tous les deux vos caméras si vous le souhaitez, puisque là on rentre dans le débat, donc c'est peut-être plus sympathique pour échanger avec vous. Donc si vous le souhaitez et si c'est possible de mettre vos caméras. Alors Oui. donc, n'hésitez Oui, pas donc
à Est-ce que tu peux m'y autoriser, s'il te plaît, Oui, Nicolas? pareil pour moi. tac, 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 je vais y arriver. Alors, en attendant, alors je vais essayer de faire ma petite manip, mais en attendant, donc effectivement, n'hésitez pas à réagir donc et à participer au débat via le chat. Et nous avons déjà une remarque de Vamara qui dit Oui. qu'effectivement, traiter les risques peut paraître déprimant si on a une définition du risque comme juste des menaces, en fait. Si on considère effectivement que ce ne sont que des menaces, ça peut paraître déprimant. Ah oui, alors là, c'est clair que, il faut surtout pas considérer le risque comme une menace uniquement. Le risque, c'est surtout, ben voilà, comme je disais, anticiper, c'est-à-dire réfléchir à des risques potentiels qui sont pas uniquement des menaces, mais des risques de tous les jours, des choses qui peuvent arriver. Si on prend que les menaces, effectivement, c'est déprimant parce que ben, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver? Et puis j'ajouterais aussi volontiers, volontiers une chose, c'est que on oublie trop souvent, notamment dans la norme ISO 9001, que le terme risque est associé à opportunité Mais aussi. ouais, c'est Alors ça. opportunité, souvent, on peut faire peut-être une interprétation qui est trop limitative. C'était opportunité, juste opportunité de trouver une solution face à un risque donné. OK, mais ça peut être aussi opportunité d'aller au-delà d'une solution face à un risque. Ouais. Donc c'est voilà cet aspect qui est peut-être aussi plus positif de recherche de solutions et pas uniquement intervenir en tant que pompier, je dirais. Exactement, c'est ça. En fait, dans les pays anglo-saxons, on gère le risque très différemment. On n'est pas pompier, on anticipe et on réfléchit aux risques et aux facteurs de risque. Et là, ben, on a une démarche bien plus constructive dans l'approche du risque parce que du coup, on va se dire ben, comment fait-on, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont nos moyens, nos plans d'action à déployer. Alors, merci à tous les deux. Bon, j'ai un petit problème technique avec effectivement les vidéos, donc c'est pas grave. Si on peut revenir sur le dernier slide, du coup, ce sera parfait. J'enchaîne du coup avec une remarque très juste aussi, c'est qui dit hiérarchisation, donc retranscription matricielle par le biais des outils évoqués par l'AMDEC. Donc c'est une question. Est-ce que la hiérarchisation, c'est une retranscription matricielle par le biais des outils évoqués par l'AMDEC? Alors je sais pas, Cathy, si tu veux Oh, répondre, oui, ça peut moi être, j'aurais mais pas quelques idées. que. Oui. Hmm. L'AMDEC, effectivement, le fait, mais la hiérarchisation des risques, on n'est pas du tout obligé de passer par un AMDEC. On peut tout à fait passer aussi par d'autres outils, un diagramme de Farmer ou des outils plus simples, si ça vous convient mieux, parce que mais l'AMDEC n'est pas obligatoire. Par contre, si vous Hmm. voulez passer par un AMDEC, il est clair que il faut vous former à l'utiliser, parce que c'est un outil qui peut sembler très lourd si on ne sait pas l'utiliser. Alors voilà, on a, je pense, une multitude d'outils. Bon, l'Amlex en partie des outils assez connus, mais on aura toujours des limites. Prenons un des paramètres clés. Enfin, c'est d'ailleurs, tous les paramètres de l'Amlex sont des paramètres clés, mais la gravité, par exemple. La gravité, on peut la mesurer au niveau de chaque risque par un certain nombre de critères, mais ces critères-là échapperont pas à un choix fait par la personne qui analyse le risque. On ne pourra pas sans doute totalement l'objectiver. Et ça, il faut effectivement en avoir conscience. Voilà une petite remarque que je ferai. Même des outils qui paraissent très, je vais dire entre guillemets, scientifiques, auront des limites. Très, Oui, de toute voilà. façon, tous les outils. Après, il faut vraiment trouver l'outil qui vous convient Hmm. pour analyser les risques. Ça peut être une cartographie des risques que vous avez fait vous-même, ça peut être un logiciel que vous utilisez, ça peut être une cartographie des risques professionnels dans le cadre d'un document unique. Ce qu'il faut, c'est que tous les utilisateurs qui vont se pencher sur cet outil puissent être à l'aise avec.
C'est très important. Et ça veut dire aussi que la caractérisation des risques, le libellé, doit être compréhensible par tous. Et puis, je crois que derrière la notion d'outil, on ne peut pas se limiter qu'aux outils. C'est aussi souvent la perception et le bon sens aussi chez les collaborateurs. D'où l'importance qu'on évoquait tout à l'heure d'arriver à embarquer tout le monde dans la démarche, ou du moins Ouais. presque tout le monde. Il y aura toujours des irréductibles qui ne voudront pas participer, parce que quelle que soit la technicité des outils utilisés, après, c'est des fois le bon sens humain qui va permettre de repérer un risque que des outils sophistiqués n'ont pas vu. On le Alors, voit merci. bien. Oui, Oui. non, vas-y, termine, Jean-Marc, Non, je vas-y. disais, on le voit bien. Un exemple que je pense souvent, c'est par exemple dans l'aéronautique, hein, dans le pilotage d'avion. Quand des gens commencent à apprendre à piloter, on leur apprend à ne pas se focaliser uniquement sur les instruments de bord. Oui. Notamment quand on commence à piloter un avion de tourisme, c'est aussi regarder à l'extérieur, etc. Euh, l'un ne va pas sans l'autre. On fait la même chose en médical, qui est plus mon secteur, hein. On ne va pas regarder uniquement les instruments pour repérer un individu. On va regarder aussi son environnement. On va prendre aussi, je dirais, on va prendre l'avis de toute l'équipe pour tel ou tel aspect en termes d'hygiène, ouais, d'équipement, d'éclairage, enfin, etc. Donc, du coup, c'est très important. Alors, effectivement, je rebondis donc sur Jean-Marc qui a parlé de la collaboration des collaborateurs. Il y avait une remarque dans le chat justement pour la collaboration des collaborateurs. Est-ce qu'on peut utiliser la matrice SWOT parce que finalement, pour déterminer les besoins et attentes des parties intéressées? La matrice SWOT. Oui. Oui, alors, pour moi, la matrice SWOT dans l'analyse des processus, elle est très bien. Parce que, d'une part, c'est un outil simple à utiliser, facile, et qui va donner confiance aux collaborateurs pour éventuellement utiliser des outils plus compliqués après. Moi, dans ma démarche professionnelle, très souvent, je leur dis, on démarre par un SWOT. Ça permet effectivement de bien gérer cette partie risque et opportunité et ça fonctionne bien. Alors, Jean-Marc, je ne sais pas toi comment tu fais, mais moi, j'avoue que oui, je suis d'accord avec ça. Alors, moi, j'apporterais un complément d'avis. C'est pas forcément une vision différente. Je pense que la matrice SWOT est essentiellement un outil de synthèse. Euh, Par contre, ça n'exclut pas, et je pense que c'est ce que tu laissais entendre, qu'après, on ait d'autres Mm, outils. Alors, admettons c'est qu'on ça. doit faire un bilan en termes de risque au niveau tel ou tel processus de l'entreprise. On ne pourra pas faire ce bilan avec une matrice SWOT. Il faudra, Non. au préalable, ou après, peu importe, avoir une grille très fouillée de diagnostic qui va nous Voilà, aider je à suis d'accord établir avec ce Jean-Marc. diagnostic. Et la matrice SWOT est un outil de synthèse. Alors, c'est vrai que je l'avais moins vu comme un outil déclencheur au départ, mais je suis d'accord Ouais, avec toi, ça peut aussi être ça. Moi, ouais. l'explique souvent, la matrice SWOT, comme étant plutôt l'outil de synthèse, typique, par exemple, pour faire une synthèse en comité de direction lundi matin, etc. Ouais. Alors moi, je Euh, l'utilise voilà. beaucoup en outil introductif, en fait. Oui, Parce que ça permet, si tu veux, de débroussailler oui, justement la partie risque et opportunité. Et ça me permet de mettre un dialogue qui va être constructif et de confiance avec les participants. Et après, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus fouillé, effectivement. Et surtout, on va être dans la définition des risques. Qu'est-ce qu'un risque? Comment on définit ces risques? Et puis essayer ensuite de travailler sur ces éléments. non, je suis tout à fait d'accord avec l'ouverture que tu donnes ici, Cathy. Sur la partie, par exemple, ne pas confondre donc une matrice SWOT avec un outil diagnostic fouillé, je prendrai juste un exemple. Imaginons que vous montiez dans le cockpit d'un avion de ligne et qu'au moment du décollage pour un vol, mettons, long, transatlantique, pilote et le copilote, et juste une matrice SWOT Eh oui, c'est un pour faire peu. au lieu d'une checklist. Je suis pas sûr que vous fassiez effectuer votre vol très tranquille. Je Donc, suis il y a tout à bien fait besoin de d'accord quelque avec chose de toi. très détaillé.
Je suis tout Mais à fait par contre, d'accord avec la toi. remarque que tu fais dans un certain nombre de situations en tant qu'élément déclenchant, avant d'aller utiliser des outils plus sophistiqués, plus pointus, j'adhère totalement. Ouais, voilà, c'est plus ça, parce que bon, dans mon secteur de compétences, c'est très difficile à faire intégrer. On pense qu'aux risques liés aux interventions ou à la partie médicale. Donc, c'est pour ça que j'utilise comme ça. Mais par contre, il est clair que je te rejoins dans la partie synthèse, bien évidemment. Alors, il y a justement, alors je reprendrai le fil des interventions après, mais justement pour rebondir, parce que là on est en plein dans le sujet, donc il y a une remarque dans le chat. Entièrement d'accord avec vous, dans notre communauté de communes, nous faisons une évaluation de nos risques QSE à 360 degrés avec une grille de type AMDEC et nous utilisons le Mhm. SWOT lors de nos revues de processus annuelles pour faire émerger de nouveaux risques de la part des équipes. Voilà, donc c'est Exactement, exactement. C'est une très bonne pratique, conservez-la. Oui, oui, et puis effectivement, je crois que la matrice SWOT, pour déclencher au niveau de collaborateurs qu'on associe à la démarche, la première réflexion, ouais, je pense que ça peut être effectivement un bon moyen de déclenchement. Alors, une autre remarque qui avait été faite, c'est pour l'implication sur le terrain. Donc, l'implication sur le terrain, donc, amène à être le plus objectif possible dans l'appréciation des risques. Voilà, donc ça, c'est juste pour renforcer un argument que vous aviez évoqué. Peut-être que vous voulez rebondir Ouais. dessus sur l'implication terrain. Oui, alors, à l'implication terrain, c'est vrai que du coup, il faut voir dans votre organisation comment la faire, mais elle est indispensable. Mm. Et c'est à tous les Tout à fait. niveaux, comme on a dit dans notre présentation, à tous les niveaux. Et moi, je rebondis sur une chose qui est importante et essentielle, engagement de la direction. Sans ça, il est inutile de démarrer quoi que ce soit. Ouais, là, Cathy, je te rejoins vraiment à 100%. Je trouve que c'est ce qui manque encore dans beaucoup d'entreprises ou d'organismes, c'est un engagement qui soit pas purement formel, écrit en quelques lignes hein, de la direction, et notamment sur ce sujet quand même majeur de la gestion des risques, la prévention, de la gestion des risques. Je le redis, c'est une redite, mais c'est absolument indispensable d'avoir le maximum de participants à tous les niveaux, dont les gens qui sont sur le terrain, qui peuvent non seulement constater, alerter sur des risques qu'on n'aurait pas vus, comme on l'a dit, avec des méthodes ou des outils plus sophistiqués, et puis les solutions aussi face aux risques peuvent venir en bonne partie des gens du terrain. Hein, ils n'auront sûrement pas Mhm. solution à tout, mais les bonnes idées peuvent effectivement partir de la base. Toute la partie opérationnelle. Oui. L'opérationnel, ce sont les opérateurs qui peuvent dire quels risques ils ont ou quels risques ils sentent. Certains risques, on va dire, bon, ben voilà, vous avez toujours des gens qui seront un peu, toujours, je dirais presque hypochondriaques et qui vont trouver le moindre risque, même s'il n'est pas Bien sur la sûr. santé, Ah oui. à leur travail. Mais en même temps, on se dit, bah, tiens, on n'y avait pas pensé. Est-ce que c'est vraiment un risque? Est-ce que ça n'en est pas un? Ça va nourrir la réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Oui. qu'on le prend en compte? Est-ce qu'on ne le prend pas en Voilà. compte? Tout à fait, hein. Ils n'auront pas forcément réponse à tout. Et puis, peut-être que les solutions proposées ne sont pas toujours envisageables, mais au moins, on a l'émergence d'idées dont on pourra certainement retenir une bonne partie face à ces risques. Et ça implique donc une chose, la part du management, de tous les niveaux de management, Ouais. c'est vraiment valoriser la participation des collaborateurs à tous les niveaux. Et Mm. peut-être que ça va entraîner des réflexions d'opérateurs terrain qui vont dire, ah ben, tiens, pour une fois qu'on me demande mon avis, pour une fois qu'on me consulte, c'est ce qu'on découvre souvent, surtout dans Ouais, les grosses structures. Alors, Donc c'est merci. ça. Merci à tous les deux. Donc, il y a encore une. Alors, on revient sur les outils avec, pour un spectateur, la recette. Donc, c'est une approche des risques PDCA. Voilà. Donc, peut-être une Ah réaction face à oui, cette bah oui. réflexion. bien sûr. Je te laisse prendre la parole, Jean-Marc, cette fois-ci. Oui, c'est
tout à fait logique, hein. C'est dans toute la démarche qualité qu'on aura cette approche qui vise l'amélioration, hein, ce cycle PDCA, et notamment au niveau des risques, hein. Donc, c'est évidemment les identifier et planifier des actions, mettre en place ces actions face aux risques, vérifier que ça fonctionne et puis après, le cas échéant, réintervenir s'il faut avec une logique d'amélioration continue. Ça s'applique, c'est un fondement tellement fondamental que finalement, on n'en avait pas initialement parlé dans notre présentation. Et oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si parmi vous, il y a des personnes du secteur sanitaire et médico-social, la nouvelle évaluation, par exemple, des établissements sociaux et médico-sociaux, effectivement, cite expressément cette amélioration continue et cette obligation d'entrer dans cette amélioration continue. Et c'est vrai que c'est l'outil de base en gestion des risques, puisque forcément, vous allez vous dire, bah voilà, là, je vais faire telle action. À moi, aujourd'hui, dans les actions que je mets en place dans un plan d'action, j'y ajoute si nécessaire, la gestion du risque. Quel risque ai-je que cette action se fasse ou ne se fasse pas? Comme ça, on peut déjà commencer à identifier les risques et à se dire, anticiper, ben, si on a à un moment une action compliquée, complexe, mettre des points d'étape pour anticiper le risque. Alors, merci une nouvelle fois donc pour vos réponses. Donc, alors, j'enchaîne avec une réflexion. Donc, risque égale plan d'action d'amélioration. Donc, comment prendre du recul adéquat sur le risque donné? On est sur la notion de recul face au risque. Ouais. Alors, je pense que c'est un point qu'on a un petit peu abordé, qui pourrait peut-être mériter d'être encore développé. Donc, la prise de recul par rapport au risque, c'est bon, déjà, ça implique d'avoir identifié au mieux ces risques, alors en faisant Mm. participer, comme on l'a dit, tout le monde. Et puis après, cette prise de recul, c'est lié à cette notion de hiérarchisation après des risques qu'on a abordés, parce que vouloir traiter tous les risques en même temps, c'est impossible. Et là, on risque de décourager les participants. Donc, c'est vraiment cette notion d'hiérarchisation des risques. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à la question avec différentes approches, hein, dont l'approche qu'on avait mentionnée tout à l'heure, qui est l'AMDEC. Après, on peut avoir aussi Matrice de les risque, voilà, Pareto, diagramme de cause à etc. effet aussi, Oui, tout à fait. Ouais, l'arbre ouais. des défaillances, enfin voilà. Euh, je pense qu'il faut, pour prendre du recul par rapport au risque, déjà, quand même, moi je reviens sur l'aspect formation, il faut que les gens soient formés Mm. aux outils, qu'ils sachent les utiliser, je dirais presque jusqu'à dire qu'ils aiment les utiliser pour que ça devienne ben, en fait un réflexe. C'est-à-dire que à force d'utilisation de ces outils, que vous allez choisir parmi ceux qui vous sont les plus nécessaires. Là, je pourrais même parler aussi de l'HACCP, de la méthode HACCP. Eh ben, en fait, à force de se dire, voilà, j'ai tel risque, je l'évalue, je fais ça, j'ai une action, eh ben, on va pouvoir anticiper et prendre du recul parce qu'on va se dire, bah, Mm. tiens, là, j'ai ça à faire. Quel est mon risque? Et la question va venir toute seule. Et même le responsable, par exemple, si on prend une cuisine, de cuisine, va mettre ses équipes avec lui sur vraiment une très courte réunion en disant, bon, bah là, on fait ça aujourd'hui, on a telle action à mettre en place, on a tel risque, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout le monde va pouvoir revenir dessus. Mais c'est vrai que pour prendre du recul par rapport au risque, d'une part, à mon avis, il faut être formé aux outils. D'autre part, il faut, encore une fois, que les engagements soient clairs et que vous puissiez aussi acculturer, parce que là, je pense que le mot n'est pas trop fort, les équipes à l'erreur bénéfique. Ce n'est qu'en faisant des erreurs qu'on avance.
Et ça, c'est trop souvent, on a peur, on ne dit pas, on cache les choses plutôt que dire, oh là là là, je vais, qu'est-ce qui va m'arriver si je dis? Et ça, le recul par rapport au risque ne peut être pris que si on a ce climat de confiance instauré dans l'équipe. Et ça, pour moi, c'est primordial. Et il y a aussi une chose que j'ajouterais suite à ce que tu viens de dire, Cathy, c'est un peu par rebond. Là, la prise de recul aussi par rapport à la notion de risque, il faut aussi bien le prendre sous l'angle suivant, c'est que les risques, c'est vraiment des risques à tout niveau dans l'entreprise. Or, aujourd'hui, euh, parfois, il y a un peu, je trouve, un manque de recul. J'interviens assez souvent dans des entreprises qui sont des entreprises de production, donc milieu industriel, petites PME comme entreprises un peu plus importantes. Alors, je vois encore trop souvent que la prise de recul par rapport à la notion de risque n'est pas suffisante, qu'on reste encore assez souvent centré sur quelques risques, alors des risques en production, bien sûr, alors qui généralement sont plus ou moins maîtrisés quand même. L'idée qu'il peut y avoir un risque au niveau de la satisfaction client, aujourd'hui, on intègre assez facilement la notion de risque cyber, de risque informatique. Et de l'autre côté, on n'a pas toujours le recul suffisant pour comprendre que la notion de risque, elle est aussi dans d'autres domaines qui peuvent se révéler prioritaires, notamment en matière de management de ressources humaines. On constate les problèmes, mais on ne l'intègre pas toujours dans l'analyse des risques dans une démarche qualité. Pour parler très simple, par exemple, la très grande difficulté aujourd'hui à recruter, et ça, dans quels que soient les profils, à tous les niveaux, parfois les erreurs qu'on fait en voulant sélectionner les candidats en faisant des fois trop confiance à, je sais pas moi, de l'intelligence artificielle ou à des tests de personnalité, c'est un risque. Et puis, puisque je prends cet exemple-là, aussi le risque lié au turnover, au fait qu'on peut avoir des candidats qui vont nous quitter du jour au lendemain et parfois très vite après avoir été embauchés. Alors, la notion de prise de recul, ça peut aussi être ça, c'est bien comprendre que la notion de risque et quelque part la notion de qualité, c'est aussi intégrer tous ces éléments-là. Et se poser la question aussi, j'en rajouterai quatrième point par rapport au risque sur le plan humain, que peut-être ça peut être des fois lié, les problèmes de turnover ou d'absentéisme qui montent de manière assez affolante dans certaines entreprises, liés aussi à des pratiques de management qui ne sont pas adaptées. Et voilà, donc c'est aussi tout ça. Alors, j'ai été un peu long dans mon explication, mais prise de Pas de recul, voilà. problème. Pas de problème, Jean-Marc. Mais de toute façon, ces débats ces échanges sont très intéressants et c'est le but effectivement de ce qu'on est en train de faire. J'enchaîne avec une remarque. Je pense que la problématique de l'engagement des dirigeants va même au-delà du risque seul. Cela ramène la question plus générale de la raison de déploiement de la qualité et des autres systèmes dans les organismes. Ça, Peut-être, c'est clair. voilà. Ça, c'est clair. L'engagement, effectivement, et là, je rejoins tout à fait cette personne, l'engagement, c'est l'engagement dans la démarche d'amélioration continue, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire soit certificative via une ISO 9001 ou une autre norme, soit pas. Si on parle de la 26 000 aujourd'hui, qui est sur le devant de la scène depuis quelques mois, mais il est clair que là, vous avez tout à fait raison. L'engagement de la direction, c'est ce que disait Jean-Marc dans notre première partie. C'est l'embarquement des troupes dans quelque chose de réaliste, réalisable, motivant et valorisant. C'est une vaste affaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'effectivement, la qualité d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier. Il n'y a pas dans une entreprise un qualiticien dans son bureau qui fait de la procédure ou des outils pour des gens qui les liront jamais, qui savent même pas que ça existe. Non, il y a un chef d'entreprise qui va effectivement poser les rôles, poser les fonctions et amener les gens à aller vers cette qualité en faisant de la gestion de risque. C'est ça l'idée.
Alors, merci Cathy. Donc, j'enchaîne. Alors là, on s'éloigne un petit peu, mais ça touche. Pour valoriser la participation du personnel, quels sont les outils qui peuvent être utilisés? Brainstorming, visite de terrain, questionnaire, etc. Donc, peut-être une suggestion pour Tout valoriser ça, la participation du personnel. Voilà. voilà, tout ça, on peut utiliser les outils qui ont été donnés là. Moi, je fais un outil, j'utilise aussi un autre outil que je tire de la télévision, en fait. C'est le Vie ma vie. Donc, on fait en fait des échanges aussi entre salariés de différentes structures. Les uns vont dans un endroit et les autres vont dans l'autre. Et ensuite, on fait un retour d'expérience pour voir les échanges de pratiques dans le même domaine, bien sûr, d'activité. On peut aussi valoriser les salariés en leur donnant réellement le pilotage de certaines actions ou de sous-processus ou voilà, de choses à mener dans la structure. Jean-Marc, je te laisse pour les Oui. autres idées. Alors, effectivement, alors, ce qui a été évoqué, brainstorming, etc., c'est plus des méthodes. Si on raisonne maintenant reconnaissance ou valorisation, alors déjà, il y a une certaine valorisation quand enfin on demande à des personnes qu'on consultait jamais leur avis. OK, mais ça sera peut-être pas suffisant. Je vais juste vous prendre un exemple. Alors, la valorisation, est-ce qu'il faut que ce soit par rapport à de bonnes idées pour mettre des solutions face à un risque? Est-ce que c'est une prime, etc. On peut avoir quelques entreprises qui vont vers cette idée-là, mais après, il ne s'agit pas non plus de risquer de transformer les participants en purs mercenaires. Un exemple que j'ai noté dans une grande entreprise qui fait industrielle, fait des dispositifs anti-friction, eh bien, les bonnes idées qui concernaient justement la limitation, la maîtrise des risques en atelier. Chaque fois qu'il y avait une bonne idée, il y avait une petite plaque qui était apposée dans les ateliers avec le nom de la personne qui était l'auteur de la Ah, solution. chouette, Alors, super. d'autant plus qu'il y avait des journées, enfin, ils faisaient une fois par an une journée porte ouverte pour les membres de la famille, les amis et tout. Ça crée vraiment une fierté, j'ai pu le constater sur le terrain. Alors, c'est Ah, pas c'est forcément génial. applicable partout, mais ça peut être ce genre aussi de petites idées où on valorise vraiment les gens et notamment ce qu'on va appeler les opérateurs de terrain, hein, les gens Un Wall of souvent un peu Fame. modestes, voilà, Voilà. qu'on met jamais en avant. Ah ouais, bonne Oui. idée le Wall of Fame. Bonne idée. Très bonne idée, effectivement. On retient, on partage. Donc voilà, très très bonne idée. Une question intéressante également sur à quelle fréquence recommandez-vous de réévaluer les risques? Ça dépend peut-être de la Autant nature que du risque. nécessaire et à minima une fois par an. Ouais. C'est une question qui est complexe, hein. Je pense, je serais Ouais. tout à fait d'accord avec Cathy, au moins on pourrait dire une revue des risques une fois par an, donc des risques avérés, hein, ceux qui sont déjà donc matérialisés, et pas oublier aussi que c'est la notion de risque potentiel, hein. Donc ce qui pourrait nous Oui. tomber sur le coin de la figure, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait. Alors là, on ne va pas tenir compte du risque de chute d'une météorite tous les 5 millions d'années, hein, évidemment, parce que là, on n'en sort pas. Et puis sinon, effectivement, c'est peut-être pas une réponse très précise, mais sur un certain nombre de risques, c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, autant que nécessaire. Alors, j'insiste aussi sur la nécessité d'évaluer les risques professionnels tous les ans. Ça, c'est une obligation Oui. légale. Donc, celle-là, elle est légale. Et après, eh bien, quand on a fait un retour d'expérience, on a de nouveaux risques. Et là, voilà, donc, Et autant que là, nécessaire. voilà. Légal, après, ça dépend du type d'activité puis du type de risque, hein. Parce que la Oui, norme, oui, oui, en oui. tant que telle, ISO 9001, n'impose pas Non, c'est le document unique d'évaluation des risques tout professionnels à qui fait. l'impose. Voilà. Alors, on va donc là, c'est une remarque sous la forme de question. Alors, l'hiérarchisation des risques, c'est égal à la priorisation dans les actions correctives qui seront déployées afin de rendre efficiente leur maîtrise au sein du SMQ HSE. Alors, il y a un point Hein. d'interrogation. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition?
Je peux répéter, hein. La Ouais, hiérarchisation des ouais. risques, c'est égal à la priorisation dans les actions correctives qui seront déployées afin de rendre Hmm. efficiente leur maîtrise au sein du SMQ-HSE. Euh, alors, je Alors, sais pas si Cathy, Alors, oui, moi, tu as je un suis avis d'accord. là-dessus. la Je question est Ouais, suis, dans le chat, ouais, hein. Si tu peux oui, oui, ouais, je oui, poster, suis oui, oui, d'accord. oui, Ouais, je vais reprendre. Je suis oui, d'accord avec ça, mais j'ai oui, un truc qui me chiffonne. oui. Je sais pas quoi, mais je vais récupérer. c'est Alors, déjà, la oui, voilà, moi, je vais déjà une petite chose, c'est laquelle, enfin, une petite, peut-être pas tant que ça, priorisation des actions correctives, mais c'est aussi beaucoup C'est pas que ça, préventives, hein. ouais, c'est Eh ça, oui, c'est déjà, préventif. voilà. C'est pour ça que je voulais récupérer. Ah, j'arrive pas à récupérer Alors, c'est mon chat. l'avant-dernière question, en fait, de Cyril. Attends, attends, je Oui, suis voilà. en train de Ouais. chercher. Ouais, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas que les actions correctives, il y a les actions préventives. En fait, en termes de risque, on parle de Hmm. correction immédiate et ensuite d'action préventive, d'action corrective. Il faut bien envisager, comme disait Jean-Marc, les trois. Ouais, c'est le point qu'on avait relevé tous les deux, hein, finalement. Ouais. Ouais. Alors, on Et- enchaîne avec, du coup, une autre question. Est-ce qu'on ne pourrait pas synchroniser la revue des risques avec celle des processus, puis du système? Ah, question qui très intéressante, hein, d'ailleurs. ouais, Alors, synchroniser la revue des risques avec celle des processus, bah, ça paraît déjà assez logique ouais, d'avoir au départ l'approche processus. C'est quand même un des points de passage, même une des exigences de la norme ISO 9001. Hein, c'est l'approche processus qui figure justement dans les sept principes principe. fondamentaux. Et donc, à partir du moment où on intervient sur les processus, on analyse leur fonctionnement, etc., où on effectue une revue de processus, quelque part, ça s'assimile aussi à une revue des risques affectés, affectés au processus, enfin, du coup, identifiés, je dirais plutôt qu'affectés, identifiés dans le cadre de l'approche processus avec le plan d'action qui va en face. Parce que si on raisonne bien, tout, derrière le mot risque, c'est tout dysfonctionnement, tout gâchis, toute perte de temps, etc., Perte d'argent. est un risque, perte d'argent, Mm, etc., est un mm. risque qui peut, à un moment donné, affecter l'orientation client, la satisfaction client, les relations avec les parties intéressées. Donc, on peut dire déjà que fondamentalement, l'approche processus est une approche par les risques. On pourrait le prendre comme ça. Alors, C'est clair. évidemment que certains risques peuvent être dépasser le périmètre, si on emploie cette terminologie-là, le périmètre des processus. Par des risques qui sont même totalement transversaux à l'entreprise, qui vont couvrir plusieurs processus. Alors là Exactement. aussi, c'est à prendre en considération. Donc on pourrait sans doute dire que l'approche processus est déjà le terrain, on va dire, d'intervention premier. Enfin, je ne sais pas si on peut les hiérarchiser, peut-être pas premier, mais un des terrains d'intervention. Et puis, on va avoir des risques qui peuvent effectivement transcender tel processus et qui seront à prendre en compte. Alors, c'est peut-être justement une double approche quand c'est Ouais. nécessaire. Alors, le temps passe. On a quand même une dernière remarque. Donc, il semble difficile parfois aux responsables QSE de gérer les risques à tous les niveaux et tout le temps en termes pratiques. Par exemple, pour un projet ponctuel et pour les plans stratégiques à 5 ans. Le retour, souvent, est le terme usine à gaz. Voilà. Donc, c'est Ouais, une alors qu'en fait, c'est ça. Mais pourtant, quand on gère correctement ces risques, quand on a une vraie cartographie qui est faite au niveau de l'entreprise, actualisée, réévaluée, on va s'en servir pour les risques des projets aussi. Et c'est plus une usine à gaz du tout. C'est un outil de travail évident. Et dans le travail en mode projet, on ne peut pas s'en exonérer. Donc, partez d'une cartographie des risques plus complète pour ensuite utiliser les risques qui vous seront nécessaires au projet. Alors, moi,
conclure ce débat, moi j'ai une petite question à vous poser, mes deux petits amis. Le risque, donc, c'est le cas de le dire, donc, n'est-il pas de tomber dans la prudence excessive et paralysante, notamment donc, en ne cherchant plus à innover suffisamment? Alors là, on peut, Hum, là, il y a deux façons de voir les choses, hein. Si on prend euh, du recul par rapport à la notion de risque, et puis en allant sur ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la notion également d'opportunité, et pas simplement d'opportunité de boucher un trou, hein, d'apporter une solution pour faire disparaître, en tout cas limiter ce risque. Mais si on prend la notion d'opportunité, hein, au sens plus général, ben, un risque peut générer vraiment des opportunités d'amélioration qui vont au-delà simplement, trouver une solution immédiate à ce risque. Je sais pas, on pourrait peut-être prendre quelques exemples concrets. On peut avoir, tiens, je vais aller sur un domaine qui n'est pas toujours pris en compte en termes de risque dans la démarche qualité. Par contre, sur le plan financier, c'est généralement vu. Ça peut être le risque d'impayé avec un certain type de client, par exemple, hein. Il hum. s'agit bel et bien d'un risque pour l'entreprise. Et réfléchir à ce risque, c'est quelle solution pour limiter les impayés, demander un acompte plus important, etc. OK, ça, c'est réaction par rapport au risque en tant que tel. Maintenant, l'opportunité, ça peut être de se dire, mais est-ce que finalement, on n'aurait pas l'opportunité d'aller tenter de séduire, de conquérir d'autres types de clients avec lesquels le risque est moins important. Et ça peut être justement des clients qui vont nous faire progresser à différents niveaux, peut-être en innovant un peu, etc. Donc, non, c'est pas forcément une paralysie. Ah, Euh, moi, pas du tout. Je pense pas du tout que c'est une paralysie. non. Je rejoins totalement Jean-Marc. Au contraire, pour moi, c'est une pratique innovante. Mais il faut bien sûr les hiérarchiser, hein, c'est clair. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'était une image un peu facile, c'est pas non plus paralysé en allant prendre des risques hautement improbables, etc., type chute d'une météorite, hein. Bon, évidemment, c'est C'est une ça, faut que caricature. ce soit réaliste et Ouais, réalisable. C'est pas ouais, le nombre qui compte, non. c'est la réalité du risque. Très bien, bah on restera donc sur cette dernière question. Donc merci Cathy Barré-Beaumard et Jean-Marc Gandy pour nous avoir apporté donc vos expertises et votre ouverture d'esprit donc constructive. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire, donc on serait bien effectivement restés ensemble. Mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par notamment nos deux experts. N'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie d'avoir suivi ce débat et je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas donc les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci à tous et à toutes. Merci à tous.